Bonjour à tous, mesdames, messieurs de la presse, chers confrères, chères consoeurs, bienvenue au service d'information du gouvernement pour ce point de presse de ce jeudi 27 août. Nous recevons ce matin pour vous le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Il sera essentiellement question ce matin de code électoral. J'invite ici Monsieur le ministre pour sa déclaration liminaire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les journalistes, chers communicateurs et communicatrices, du privé comme du public, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour cette mobilisation relative à un sujet aussi important qu'est le code électoral, dont l'adoption ou la modification cristallise les débats, tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau de l'opinion publique nationale et internationale. C'est d'ailleurs dans un souci de transparence sur les intentions du gouvernement et des acteurs politiques qui ont souhaité la modification du code électoral que se tient la présente conférence de presse, dont l'objectif est d'apporter un éclairage à l'opinion nationale et internationale. En effet, conformément à la charte de la CEDEAO sur la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance, notamment en son article 2, si je ne me trompe, les modifications du code électoral en vue des élections présidentielles législatives du 22 novembre et adoptées en Conseil des ministres sont issues d'un consensus obtenu lors de plusieurs rencontres tenues en juin, juillet et août 2020 entre la majorité et le chef de file de l'opposition et sanctionné par des procès-verbaux. La pandémie du Covid-19 qui a perturbé le calendrier électoral, entraînant la suspension de la révision du fichier électoral durant presque 2 mois et la suspension des campagnes de délivrance des cartes nationales d'identité burkinabè, documents exigés pour l'inscription sur la liste électorale, de même que la situation sécuritaire de notre pays, sont des raisons, entre autres, qui ont justifié la modification de ce code qui a requis le consensus des acteurs politiques. Les modifications ici opérées concernent les points essentiels suivants. Premièrement, nous avons le maintien des démembrements de la CENI à l'extérieur, à savoir la commission électorale indépendante d'ambassade et la commission électorale indépendante des consulats. Donc ce sont les 2 éléments qui sont maintenus et cette modification concerne donc beaucoup d'articles à l'intérieur. Ça va de l'article 17 à l'article 99. Donc il y a beaucoup d'articles, c'est simplement le changement de sigle donc, et de dénomination donc, dans cette partie. Deuxièmement, nous avons la prise en compte des cas de force majeure dans le défaut, dans le cas où il y a des problèmes dans l'enrôlement, où il y a des localités qui auront des difficultés donc, pour pouvoir faire effectivement cet enrôlement-là. Donc, il faut également que nous puissions, au-delà de l'enrôlement, voir comment va s'opérer l'organisation et la validation des élections. Donc, ces articles 50, 122 bis, 148, 155,
et 236 concernent donc cette modification. Nous avons ensuite l'harmonisation de la durée de la campagne électorale pour les législatives et pour les présidentielles à 21 jours. Nous avons les canaux d'acheminement des requêtes de l'extérieur. C'est-à-dire, avant, même si vous allez dans un pays, vous faites une requête donc, en matière de contentieux. Donc, non seulement ça va à 72 jours, mais nous avons veillé à ce que le cheminement des requêtes là, puisse venir rapidement auprès de la CENI centrale et être traité. Et nous avons, sixièmement, la réduction du délai de dépôt des déclarations de candidature aux législatives, donc à 60 jours avant le scrutin au lieu de 70 jours. Ça, c'est l'article 176. Septièmement, nous avons la réduction du délai de couverture des campagnes dites déguisées avant la campagne électorale, donc de 90 jours. L'article 68 bis disait donc qu'il n'y avait pas de possibilité donc, de faire des activités politiques s'apparentant à la campagne, donc 60 jours avant. Nous avons dans ce projet de corps-là réduit ça à 30 jours. Donc c'est l'article 68 bis. Huitièmement, nous avons l'extension des lieux destinés à recevoir des affiches liées aux élections après autorisation de l'autorité compétente. Ça, c'est l'article 69. Cet article-là était important parce que l'article disait que pour les campagnes, donc ça se faisait donc dans des lieux d'affichage, des panneaux, donc donnés par donc la mairie, c'est la mairie qui détermine. Et qu'au-delà de ces panneaux-là, tout affichage à tout autre lieu fait l'objet d'une sanction. Nous avons également la réduction du délai du dépôt de déclaration des candidatures. Et par ricochet, la modification du délai de publication de la liste provisoire de candidatures 40 jours au moins avant le scrutin. Ça, c'est l'article 182, qui permet donc de rattraper le retard du calendrier électoral en raison donc du Covid et en raison également de la suspension donc de la délivrance des cartes nationales d'identité. Et on m'a dit de disposer d'un délai raisonnable de 12 jours pour la répartition et la subvention, donc la subvention évidemment aux partis politiques avant la campagne. Donc ça, c'est un élément très important donc, à préciser. Nous avons, enfin, je pense que ce projet de loi qui porte modification donc, du code électoral, c'est 25 articles et un paragraphe qui ont été modifiés. Donc sur les 120 députés qui ont voté la loi, nous avons eu 107 qui ont voté pour, 9 qui ont voté contre et 4 députés qui se sont abstenus. Je pense que c'est quand même assez révélateur de l'adhésion de la représentation nationale à ce projet de loi. L'adoption de cette loi modifie substantiellement le calendrier électoral. Nous avons demandé à Madame donc, de voir si on peut vous tenir disponible le nouveau calendrier électoral suite donc à l'adoption de cette loi. Ainsi, le délai du dépôt des candidatures pour les législatives qui avait été fixé par la CENI au 13 septembre pourrait être repoussé certainement jusqu'au 23 septembre en raison de la modification de l'article 176. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour témoigner toute ma gratitude à la représentation nationale et à son président pour la convocation de cette session extraordinaire sur requête du gouvernement et d'assurer l'opinion publique que l'intention du gouvernement et des acteurs politiques est de doter notre pays d'instruments juridiques à même de garantir à notre processus électoral plus de transparence et de stabilité afin que le Burkina Faso dispose d'institutions nécessaires malgré le contexte difficile qu'il traverse actuellement. Merci bien, mesdames et messieurs les journalistes et chères communicatrices, chers communicateurs. Zango Karim, Radio Optima. Concernant le consensus dont vous avez parlé, parce qu'on a vu des sorties des partis politiques d'opposition non affiliés qui, en tout cas,
disaient qu'ils ne se reconnaissent pas dans le consensus dont vous parlez. Est-ce qu'à cela, on ne va pas assister justement à des tensions encore après élection ou bien après proclamation des résultats? La deuxième question concerne la situation sécuritaire dont vous avez évoqué. Et vous avez dit que c'est une situation d'ailleurs qui a ralenti un peu, en tout cas la discussion dans le cadre du code électoral. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que la situation sécuritaire persistante puisse encore avoir un impact sur, en tout cas, le bon déroulement des élections? Je suis Rémi Lambert-Nébier de la télévision BF1 et je voudrais savoir ce que le ministre pense de la déclaration de l'opposition non affiliée qui traite le nouveau code électoral, ainsi modifié, d'anticonstitutionnel. Sur le large consensus dont on parle, c'est en réalité l'accord de la CEDEAO qui stipule en son article, je pense c'est 2, que 6 mois avant les élections, en raison de la nécessité qu'il y ait transparence, qu'il y ait équité, et qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de route, s'il y a un changement sur le code électoral, il est suggéré qu'il y ait donc un large consensus des acteurs politiques, notamment sur donc, ce changement-là. Parce que la plupart des changements qui sont intervenus sont venus du gouvernement, mais sont venus également de comités de suivi donc, et la mise en œuvre des accords politiques issus du dialogue politique. C'est un élément très important. Ça veut dire que tout ce qui est apporté à l'Assemblée nationale actuellement doit requérir donc l'assentiment de ce dialogue politique-là, donc ce qui ferait donc un large consensus. Et non, moi je ne suis pas juriste, mais quand on dit large consensus, ça ne veut pas dire unanimité. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Mais au-delà de cette perception, il y a un élément important qui fait que la charte portant statut politique du Burkina Faso donc, dit bien que les partis politiques doivent s'affilier, donc s'affilient au chef de file de l'opposition ou à la majorité et font ampliation au ministère en charge de l'administration du territoire pour dire qu'on est affilié donc, soit donc, au CEFOP ou à, donc, à la majorité. Donc ce sont ces gens-là qui sont les interlocuteurs donc, du pouvoir donc, du gouvernement. Donc à ce niveau, nous n'avions pas d'autre possibilité que de concerter et le CEFOP et la majorité pour ce qui concerne les consensus recherchés ou le large consensus recherché. Alors je voudrais donc que les uns et les autres sachent que quand nous parlons d'acteurs politiques, qu'on nous renvoie aux députés qui sont présentés par des partis politiques. C'est-à-dire que les députés sont présentés par des partis politiques. Jusqu'à présent, il est rare de voir quelqu'un qui se lève comme ça, à moins que vous fassiez un regroupement qui est reconnu pour pouvoir être candidat. C'est vrai, il y a un rapport qui a été fait par les députés. C'est dans leur rôle. Ils sont sortis, ils ont fait des constats, ils font des propositions, ils contrôlent l'action du gouvernement. Ils sont dans leur rôle et c'est juste donc de proposer au président du Faso, au gouvernement, un certain nombre d'activités à entreprendre, au besoin même voir s'il y a des possibilités de réaménagement. Ça, c'est le rôle du député. Mais il y a également donc, le rôle du gouvernement, donc, qui a le président du Faso. C'est lui qui a demandé du dialogue politique. Il dit, le président du Faso était clair, je veux qu'il y ait des élections libres, transparentes et équitables dans ce pays-là. C'est vraiment une très belle initiative. Et les partis politiques du chef de file de l'opposition et la majorité ont accepté. Ils se sont assis. Donc, ils ont discuté. Ils ont échangé. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu souvent même le débat était houleux, parfois difficile. On était obligé même de suspendre pour pouvoir trouver des solutions, donc par la suite, et revenir. Et quand il y a eu les conclusions, le président du Faso a dit on va appliquer, le gouvernement prend la responsabilité d'appliquer donc les conclusions auxquelles vous êtes parvenus. Donc au-delà de ce que les députés ont parlé, il y a eu quand même une adhésion
donc, à ce projet de loi-là. C'est normal que dans le cadre donc, du débat politique, les députés parlent pour les électeurs. Mais c'est normal aussi d'avoir la responsabilité de savoir que ce vote de la loi-là va nous permettre donc d'avancer rapidement. Donc, c'est clair, l'article 14 du statut donc, de l'opposition dit que le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré donc, de toute l'opposition. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le texte, c'est la loi. Donc, ça dit que c'est pour qu'on dise à chacun de s'affilier. Maintenant, tu peux ne pas t'affilier, mais à ce moment-là, tu peux parler comme tu voudras, mais tu ne peux pas exiger d'avoir la parole pour parler au nom de l'opposition, parce que le statut dit que, donc, article 14, que c'est le chef de file qui est le porte-parole attitré, c'est même qualifié, donc de toute l'opposition. C'est même pas l'opposition, toute l'opposition. Donc c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'objectif pour le gouvernement, c'est de mettre tous les instruments nécessaires pour permettre aux Burkinabés de voter donc, tranquillement et d'exprimer donc, leur choix. Mais il n'y a pas obligation donc, pour le gouvernement d'aller obliger quelqu'un à aller voter. Ça n'existe pas au Burkina Faso. Dans certains cas, le vote est obligatoire. Chez nous, le vote est un droit. Et donc, le gouvernement a le devoir de mettre donc, tout ce qu'il y a comme élément essentiel pour permettre donc, aux Burkinabés de voter. C'est la raison pour laquelle la CENI est en train de travailler avec l'accompagnement de l'ensemble des structures donc, du pays, gendarmerie, police, CSC, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, l'administration. Donc tout le monde concourt à appuyer la CENI pour la réussite. Donc, ça, c'est le rôle de l'État. C'est pourquoi nous pensons que nous avons joué notre rôle normalement. Bon, oui, on me parle d'anticonstitutionnalité. Qu'est-ce qui est anticonstitutionnel? C'est le fait de réviser un code électoral qui est anticonstitutionnel, ou bien le fait donc, de mettre des dispositions permettant aux personnes d'aller donc voter, donc d'aller d'abord s'enrôler, de voter pour les référendums, de voter pour les présidentielles, de voter pour les législatives et de voter pour les municipales, et étant dans un contexte difficile, de faire comprendre que si nous avons donc un certain nombre de bureaux qui sont ouverts, nous allons pouvoir proclamer les résultats sur la base donc, de ces bureaux ouverts, en raison des circonstances donc, exceptionnelles, hein, et puis également donc, de ce qu'on appelle généralement cas de force majeure. Alors, donc, si on ne peut pas permettre que ces instruments juridiques-là existent, comment on va faire? Ceux qui sont en train de se presser, ils peuvent aller, il y a le Conseil constitutionnel qui est là, il y a le Conseil d'État qui est là. Donc, au lieu d'aller à l'opinion publique, tout le monde peut dire, moi je pense comme ça, et puis penser, ce que toi tu penses là, est-ce que c'est ça qui est juste? Nous sommes dans une situation difficile en matière de sécurité, et ça, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Est-ce que, sur la base de ça, nous allons accepter d'aller à un vide institutionnel? Non. Il faut que nous travaillions, donc, petit à petit, donc, à créer donc, les conditions pour que les élections se passent, que nos institutions fonctionnent, et que sur la base du fonctionnement de l'État, des institutions, nous puissions maintenant nous armer, et donc moralement et tout ce qu'il faut, pour pouvoir lutter contre les fléaux qui nous font obstacle, c'est-à-dire le terrorisme, hein, donc l'insécurité, le Covid-19, etc. Parce que si on n'a pas ces instruments institutionnels, ça veut dire que nous sommes plus un peuple qui existe et qui est soudé et organisé en la matière. Moi, je pense que c'est ça. Alors, ceux qui veulent aujourd'hui dire que c'est anticonstitutionnel, bon, moi, je souhaiterais que purement et simplement, ils utilisent la voie de recours au lieu de vouloir décider à la place du Conseil d'État et donc du Conseil constitutionnel. Je suis Gabriel Cambou, correspondant TV5. Ces frères et sœurs qui ne pourront pas voter dans plusieurs localités de notre pays, comment pouvons-nous leur imposer des élus locaux qu'ils n'ont pas choisis, qu'ils n'ont pas participé à choisir? Est-ce que ça ne pose pas un problème de démocratie?
puisque la démocratie, c'est la majorité. Aujourd'hui, ce n'est pas la majorité qui va voter dans certaines zones. Alors, qu'en est-il réellement, vous, en tant que ministre de l'administration du territoire? Quel est aujourd'hui l'état des lieux de cette déclaration que nous ne céderons pas un seul centimètre? Est-ce que nous pouvons encore fièrement affirmer que nous ne céderons pas un seul centimètre de notre territoire? La deuxième question, c'est par rapport au consensus, au cas de force majeure plutôt. Vous avez affirmé que c'est un cas de force majeure qui vous a conduit à la modification du code. Pourquoi cette force majeure ne vous conduit pas aussi à consulter l'autre partie de l'opposition et même le peuple? Parce que pour moi, nous sommes à une situation effectivement exceptionnelle, difficile. Et donc, ce qui vous permet d'aller au cas de force majeure doit aussi vous permettre de consulter certaines entités qui représentent toute la nation du Burkinabé. Sinon, aujourd'hui, c'est en réalité comme un deal entre la majorité et l'opposition, parce que la majorité veut toujours rester et l'opposition veut venir prendre sa place. Donc, au vu de ça, vous pouvez vous entendre pour le fauteuil. Mais pour nous, le peuple, quel est notre avis par rapport donc à votre deal, à votre entente entre politiciens? Merci pour ces questions pertinentes. Vouloir dire aujourd'hui que c'est un deal entre l'opposition et la majorité, c'est remettre en cause le principe universel même du jeu politique. C'est normal que l'opposition cherche à avoir le pouvoir, c'est normal que la majorité essaie de voir s'il peut continuer son programme. Donc, il n'y a pas de deal en dehors du peuple. Ou bien, à moins que les gens ne connaissent pas. D'ailleurs, quand vous dites qu'il y a une certaine majorité qui doit se dégager, ou bien qu'il y a une partie qui va voter, d'autres parties, mais qui vous a dit? Faites depuis la haute volta jusqu'à aujourd'hui. Aucun président de la République, ou même président du Faso, n'a été voté à 4 millions de voix. Il n'y en a pas. Vous allez vous retrouver 1 500 000 de vos suffrages exprimés pour le président, de maximum 3 millions, maximum sur. Mais on est combien? Aujourd'hui, on est pratiquement 20 millions. C'est la majorité, ça. Est-ce que si, effectivement, vous avez sur un certain nombre d'inscrits, vous avez, par exemple, 5 millions qui se sont inscrits, et sur les 5 millions, il y a 2 millions qui se sont exprimés, et sur les 2 millions, celui qui est élu a eu 1 500 000. Est-ce que ça pose problème? Voilà. On peut peut-être dire qu'il y a un problème de taux de participation, etc., mais c'est légal et c'est légitime. Donc, il faut aller doucement sur cet aspect. Donc, ne pas dire qu'on n'a pas été dans une partie du pays, donc par conséquent, c'est illégal ou c'est illégitime. Ce n'est pas parce que nous avons des difficultés actuellement dans certains coins qu'on va dire qu'on va céder. L'histoire nous a montré donc, des combats où des gens ont perdu des territoires et puis ils ont récupéré par la suite. Nous allons nous redéployer pour effectivement faire en sorte que les lieux où nous avons des difficultés, les lieux où il n'y a pas l'administration, etc., on puisse le déployer et qu'on puisse permettre aux gens de retourner chez eux. Et ça, c'est un objectif qu'il a et que le gouvernement a. Et nous allons travailler à ça, et nous y travaillons d'ailleurs. Moi, je ne perds pas espoir que, en tout cas, on ne puisse pas récupérer l'ensemble de notre territoire. Au contraire, j'y crois fermement et je pense que beaucoup de Burkinabés sont dans cette logique-là. Le cas de force majeure, c'est le fait que nous sommes sûrs aujourd'hui que nous ne pouvons pas aller sur pratiquement tous les bureaux de vote, nous ne pourrons pas s'ouvrir. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Le résultat sera donné sur la base des bureaux de vote qui sont ouverts. Maintenant, le cas exceptionnel, situation exceptionnelle, nous supposons par exemple qu'il y a eu le vote dans un bureau et qu'on transporte les bureaux de vote là, donc pour venir au temps de compilement, et quelque part, le bureau de vote n'est pas arrivé, ou bien même ceux qui sont là, on est sur. Ça, c'est un cas exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous allez pouvoir... Donc, c'est des cas comme ça. C'est ce que nous avons prévu ici. Et nous avons dit, pour ce cas de force majeure, et pour ce cas de cas exceptionnel, donc, sur rapport de la CENI, le président du Faso saisit le Conseil constitutionnel. Pour ce qui concerne les élections les présidentielles, pour ce qui concerne le référendum, pour ce qui concerne les législatives. Pour ce qui concerne les municipales, donc le Premier ministre saisit le Conseil d'État, donc pour pouvoir acter qu'il y a eu des difficultés pour certains coins, mais le reste là, quand le vote aura lieu, et c'est le résultat de ce vote-là qui va concerner l'ensemble. Évidemment, c'est une situation transitoire,
nous comprenons ça, mais à un moment donné, quand ça va s'arranger, on pourra revenir à la normale. Mais en attendant, il faut que le Burkina Faso existe, il faut que les institutions existent. Et nous avons intérêt, nous tous, à ça. C'est ça qui nous permet donc quand même de circuler, bon, donc d'entreprendre, etc., etc. Si on s'amuse donc à être dans une situation où ces institutions n'existent pas, bon, à ce moment-là, c'est la force donc qui devient donc qui va faire loi, au lieu donc que ce soit la loi qui soit la force pour tout le monde. Merci. Chers confrères, chères consoeurs, en votre nom à tous, je dis merci à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale qui, dans un souci de transparence sur l'action gouvernementale, a bien voulu ce matin venir animer ce point de presse pour répondre à toutes vos préoccupations. Dans le contexte actuel, il est clair que nous allons faire souvent appel à Monsieur le ministre Siméon Sawadogo pour répondre aux préoccupations, à vos préoccupations, dans le but d'éclairer l'opinion nationale et internationale. En attendant d'autres rendez-vous avec des membres du gouvernement dans cette même salle, je vous dis bon retour dans vos rédactions et prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. À très bientôt.